Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Flare Lady. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Aujourd'hui, nous retournons auprès des Kyodai Heroine Made in Zen Pictures, dont nous avons déjà vu deux représentantes, Assault Geyser, sorti en 2004, et Melodia, sorti en 2008. Ce qui nous avait permis de juger des progrès faits par Zen Pictures en 4 ans, puisqu'on était passé de ça... à ça. Et si Zen Pictures est capable d'une telle amélioration en seulement 4 ans, qu'est-ce que ça doit être 10 ans plus tard? Eh bien c'est ce que nous allons voir avec Flare Lady, sorti en 2018. Ikuzo! Comme vous le voyez, ce film raconte l'histoire de la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf et qui a réussi. Heureusement, l'organisation paramilitaire chargée de protéger la Terre contre ce genre de menaces a l'habitude, et ils attendent donc tranquillement que la Kyodai héroïne locale, Flare Lady, débarque pour combattre le monstre à leur place. Où est-ce que je suis censé regarder, moi, déjà? La chétive Pécor s'enfla si bien qu'à la fin, elle explosa. Flare Lady reprend ensuite sa taille humaine et son identité secrète zut, j'ai pas noté son nom, là. Elle s'appelle comment? Tsumeragi Madoka desu. Yoroshiku onegaishimasu. Merci. Madoka donc regagne ensuite le QG des forces de défense terriennes, où ses collègues sont en train de se faire tataner par une nouvelle recrue. Leur supérieur vient en effet d'engager deux nouveaux membres féminins, Mari Mizusawa, une scientifique chargée de développer de nouvelles armes pour combattre les monstres géants, et Reiko Kitaomi, une championne de sport de combat, que Madoka affronte pour tester ses capacités. Les deux font à peu près jeu égal jusqu'à ce que leur chef siffle la fin de la récré. Le soir venu, un nouveau monstre aux fruits de mer, Sucurus, arrive en ville et tout le monde change de trottoir. Pas que ça leur serve à grand chose d'ailleurs. Madoka redevient Flare Lady pour l'affronter, et comme vous le voyez, les habitants de la ville sont tellement habitués à ce genre d'attaque que les tramways s'arrêtent pour que les passagers puissent suivre le combat. Sauf que cette fois, le monstre est beaucoup plus fort que Flare Lady, et absorbe même l'énergie de sa super attaque finale de la mort qui tue. Puis celle de son timer, avant de lui porter le coup de grâce, ce qui lui fait perdre connaissance et retrouver sa forme humaine. Ah, ils ont mis des rires préenregistrés. Madoka se réveille ensuite prisonnière de deux aliens venus de la planète Seiren. Deux aliens féminines qui débarquent en même temps que deux nouveaux membres féminins des forces de défense terriennes. Même l'inspecteur Clouseau aurait deviné leur véritable identité. Et même au cas où on serait particulièrement lent, on a quand même un indice avec leur nom de famille. En effet, entre le look fruit de mer de leur monstre, le nom de leur planète d'origine, et leur costume avec des algues et des mâts palmés, ces antagonistes suivent une thématique marine, et justement, Kitaomi signifie mer du Nord, et Mizusawa, eau de marée. Malheureusement, la vue de Madoka est brouillée à cause des mauvais traitements qu'elle a reçus, et elle ne peut donc pas les reconnaître. Sake, onee-chan te itte ta. Futari wa kyōdai. Meilleur détective du monde. J'ai un plan infaillible pour la tuer, tu vas tout gâcher si tu la tues maintenant. Bon, en vrai, il y a une petite faille, mais c'est impossible que qui que ce soit y pense. Quoi, le chef des forces de défense est un traître? Ah, et elle a perdu la voix maintenant. Donc d'abord elle perd la vue, ensuite la voix... Elle s'est pris une super attaque des chevaliers du Zodiaque ou quoi? Bon, en réalité, le chef n'est pas un traître, mais Mizusawa lui a révélé la véritable identité de Flare Lady et l'a convaincu d'absorber son énergie pour alimenter une arme qui leur permettrait de combattre les monstres qui menacent la Terre sans son aide. Et c'est justement à ce moment-là que revient Sucurus. Le chef des forces terriennes part donc affronter un monstre capable d'absorber l'énergie de Flare Lady avec une arme utilisant l'énergie de Flare Lady. Vous êtes sûr que c'est légal d'être aussi con?
C'est alors que Marie jette le masque, et j'adore sa façon de se transformer. Le chef délivre alors Flair Lady et utilise son arme pour la recharger. Non, comment a-t-il deviné? C'était justement ça la faille! Bon, par contre, comme l'indique son timer qui clignote, Flair Lady est très loin d'avoir ses réserves d'énergie au maximum. Mais qu'à cela ne tienne, elle se lance à la poursuite de Marie, qu'elle rattrape en prenant un raccourci, et se retrouve face à ses collègues qu'elle a placés sous son contrôle. Elle arrive à les mettre KO, et révèle qu'elle a parfaitement compris que l'autre extraterrestre était Reiko. Comment l'a-t-elle reconnue alors qu'elle n'a pas vu son visage? Tu vois, je te l'avais dit de prendre une douche. N'empêche qu'elle a du mérite à avoir reconnu son odeur alors qu'elles peuvent pas se sentir. Elle pourrait venir l'aider quand même. Et pas de chance pour elle, juste au moment où elle se décide enfin à intervenir, elle est abattue par le chef, qui se fait à son tour abattre par Reiko. Et la colère donne à Flair Lady l'énergie nécessaire pour la tuer à son tour. Elle part ensuite affronter Sucurus malgré le peu d'énergie qui lui reste, et elle se prend à nouveau une raclée. Attends, je vais t'aider à m'agripper le cou avec ta pince, sinon on n'y arrivera jamais. Il absorbe à nouveau ses réserves d'énergie, et visiblement il lui en restait quand même encore pas mal, hein. Surtout comparé à Ultraman, dont le timer clignote quand il ne lui reste plus qu'une ou 2 minutes d'autonomie. Et finalement, elle arrive à le tuer à l'aide d'un projectile tranchant d'énergie. Ouais, d'un côté c'est bien vu d'utiliser une arme tranchante pour détruire un monstre qui est invulnérable aux attaques d'énergie, mais comme le projectile était fait d'énergie, est-ce qu'il aurait pas dû l'absorber quand même? Bon allez, le jury accepte la réponse. Malheureusement, l'une des deux aliens n'était pas tout à fait morte, et transmet les forces qui lui restent à sa sœur qui était pas tout à fait morte non plus, et qui se transforme en géante pour aller combattre Flair Lady. Et apparemment cette fois elle a perdu le sens de lui parce que pour pas l'entendre arriver. Mais alors que Reiko s'apprête à l'achever, elle en est empêchée par l'intervention des forces de défense terriennes qui lui tirent dans les fesses. Classe. Quelle blague cette histoire de David et Goliath. Heureusement, comme on avait déjà pu le constater, Flair Lady carbure à l'énergie de la colère et elle est de nouveau en mesure de se battre. Bon par contre, s'il faut sacrifier un de ses amis à chaque fois qu'elle est en difficulté, ça va vite devenir coûteux en vie humaine ces combats. Ah, et apparemment Reiko fait aussi de la GRS. Finalement, Flair Lady concentre le peu d'énergie qui lui reste dans une ultime attaque et réussit à détruire Reiko, qui attendait tranquillement de se prendre son attaque dans la gueule, parce qu'elle est polie. Une scène de mort toute en subtilité. Flair Lady a donc triomphé de ses adversaires et sauvé notre planète, une fois de plus. Malheureusement, elle a sacrifié pour cela ses dernières forces. Son color timer s'éteint et elle meurt. Ou presque, parce qu'elle entend ensuite les voix de ses collègues décédés qui lui disent que non, 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 elle peut pas mourir parce que qui c'est qui va défendre la Terre sinon? Et elle se relève. Korede Owarida. Bien, alors comme vous le voyez, les effets spéciaux se sont encore améliorés. Les maquettes de ville sont de plus en plus élaborées, et ils peuvent même désormais faire des scènes se déroulant de jour. Je remarque d'ailleurs au passage que le combat facile a lieu de jour, alors que son combat difficile a lieu de nuit. Y aurait-il du symbolisme? On appréciera également le petit plus apporté par les véhicules en mouvement à l'avant-plan, et certains mouvements de caméra qui se déplacent entre les immeubles. Les looks des monstres sont assez réussis, même si faute de moyens, leurs costumes font évidemment un peu cheap, et les scènes de combat sont de qualité, les deux actrices principales sachant visiblement très bien se battre. Niveau scénario, même si j'apprécie le petit côté déconstruction des Kyodai héros à la Ultraman, avec les forces de défense terriennes tellement habituées à ce que ce soit la Kyodai héroïne de service qui détruisent les monstres à leur place, qui n'essayent même plus de les combattre et attendent tranquillement qu'elle arrive, et leur chef pragmatique, prêt à la sacrifier si ça lui permet d'obtenir une arme qui leur permettrait de défendre la Terre.
En revanche, l'héroïne n'est pas très développée. On ne la voit pratiquement jamais en civil, et encore moins interagir avec les autres personnages. Résultat, on ne sait absolument rien de sa personnalité, en dehors du fait que c'est la gentille et qu'elle combat les méchants. C'est bien simple, même les deux méchantes sont plus développées qu'elle. Ce manque de développement peut être en partie imputé au fait que Flair Lady est une super-héroïne très influencée par Ultraman. Plus précisément par Ultra Seven, dont elle reprend les uniformes et le masque utilisé comme morpheur. Zen Pictures n'a donc pas jugé utile de développer l'univers de leur film, étant donné que tous les spectateurs japonais connaissent Ultraman. C'est sans doute aussi pour ça que, alors que plusieurs Kyodai héroïnes de Zen Pictures se démarquent d'Ultraman en développant leur propre univers, celles de la maison mère sont toujours calquées sur Ultraman. Le but c'est de caser un maximum de Q et de SM, on va pas s'emmerder à faire les présentations. L'intrigue suit un schéma ultra basique des productions Zen Pictures, avec un premier combat que l'héroïne remporte facilement, un semblant de mise en place d'une intrigue, l'arrivée d'un nouveau monstre beaucoup plus puissant contre lequel l'héroïne perd son premier combat, ce qui aboutit à sa capture et à des scènes de torture, puis elle s'évade à temps pour le combat final. Néanmoins, le combat final est particulièrement mouvementé avec de nombreux rebondissements, et je me suis même demandé à plusieurs reprises si Flair Lady arriverait à remporter la victoire, et si oui, comment. Sa victoire est d'ailleurs en demi-teinte, car même si elle a réussi une fois de plus à sauver la Terre, ses collègues des forces de défense terriennes y ont laissé la vie. C'est même presque dommage qu'ils soient pas allés jusqu'au bout en la faisant mourir elle aussi, donnant ainsi un caractère de sacrifice héroïque à la conclusion, d'autant plus que sa résurrection fait complètement Deus Ex Machina. Alors certes, il est fréquent que les Ultramen et d'autres Kyodai héros meurent au combat pour ensuite être amenés à la vie, mais en général, c'est justifié par l'utilisation d'une technologie avancée ou un truc du genre. Il y a quand même un minimum d'explication. Là, c'est juste... Ok. Si cette vidéo vous a plu, merci de la partager, de la pouce-fériser et d'éventuellement soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver mes critiques écrites sur Casse Critique, où je parle de Doorways, l'histoire d'un médecin urgentiste et d'une fugitive d'un autre monde qui voyage d'une terre parallèle à l'autre dans un récit scénarisé par George R.R. Martin. Bah oui, celui de Game of Thrones, il n'y en a pas 150. Et sur Tokyo Onna, où je viens de compléter le dossier sur Bookenger, une série mélangeant les codes du Sentai et des récits d'aventure-exploration à la Indiana Jones, et qui met en scène un groupe de 5 aventuriers parcourant le monde pour collecter des objets anciens qui représentent un danger pour l'humanité à cause de leurs propriétés magiques ou scientifiques. Jané!匂いで分かったの。